projet qu'on va écouter et qu'on va voir aujourd'hui est assez emblématique de cette approche de la transition. Donc, il sera présenté par Pierre-Yves Lornec et Erwan Mevel. Pierre-Yves Lornec en fait, a fondé un bureau d'études qui s'appelle Avelvor et qui est spécialisé dans la navigation hybride et qui tente de développer finalement ce processus qui peut être un combiné de voile plus diesel ou d'électricité plus diesel. Et tout ceci dans le domaine de la marine, alors que tu appelles la marine de travail, je crois, la marine marchande, la pêche, le cabotage, la plaisance, le transport pas la plaisance, le transport de marchandises. Alors ce bureau d'études et Pierre-Yves Lornec est propriétaire d'un chalutier qui s'appelle le Grand Largue et qui est pour nous un outil de travail qui va devenir intéressant puisque Erwan Mevel a accompagné de 2 enseignants de l'ESAB, alors des sites de Rennes et de Lorient, se sont emparés de ce bateau que Pierre-Yves a mis à leur disposition pour en faire en quelque sorte un navire-école, un navire de recherche, alors pas sous l'intitulé habituel d'un navire-école où on apprendrait la navigation, bien qu'on puisse évidemment y naviguer, mais davantage un navire permettant d'y développer en quelque sorte un laboratoire ou une plateforme de travail et de recherche artistique. Donc permettant aux étudiants d'y travailler, de naviguer, d'aller peut-être d'une école à l'autre, d'un port à l'autre, également d'un pays à un autre, puisque ce projet s'inscrit dans un programme européen et qui nous permettra de travailler avec les Anglais. Donc, Erwan Mevel enseigne le design sur le site de Brest, à l'ESAB. Et donc c'est lui qui nous présentera la partie sur le bateau de recherche. Pierre-Yves, lui, va préparer un programme qui s'appelle le chaînon manquant et qui va nous présenter un petit peu tous les enjeux qui sont dans le domaine dans la transition, dans le domaine de travail. Tu commences. Bien, bonjour. Alors, c'est les thèmes de la transition et le transport maritime. Bon, donc je vais me limiter au transport maritime, ce qui est une partie importante de la transition, surtout en Bretagne, pays maritime. Et dans le design de la transition, je vais surtout retenir le mot transition, évidemment, parce que la transition, pour moi, c'est quelque chose d'assez global et qui ne se limite pas à des choses qui sont très intéressantes, mais qui restent des sortes de démonstrations ponctuelles, alors que pour moi la transition est quelque chose de beaucoup plus général qui vise à créer des filières. Bon, j'ai intitulé, alors la modestie c'est le point d'interrogation, j'ai intitulé mon exposé le chaînon manquant. Le chaînon manquant, en fait, c'est pour moi le déclic qui manque actuellement pour que la transition se mette réellement en place, alors qu'on a à peu près tous les éléments pour le faire. Alors mon entreprise, ce n'est pas Avelvor, c'est Avelvor Technologie. Avelvor, c'est-à-dire le vent de la mer, parce qu'au départ, le travail de mon bureau d'études était la propulsion hélique auxiliaire, et donc le vent de la mer, Avelvor, c'était tout à fait d'actualité. Bon, très rapidement, présentation. Bon, je suis le gérant d'un bureau d'études et l'activité de ce bureau d'études, c'est les économies d'énergie et la réduction de la pollution pour la marine de travail. Alors la marine de travail, c'est pêche, petit cabotage, navire à passagers. Ça exclut la plaisance, bien que je puisse travailler occasionnellement sur la plaisance, parce que la plaisance, c'est du loisir, c'est un peu du luxe, alors que la pêche, le cabotage, c'est le cabotage et cargo, c'est vraiment la marine de travail et sur quoi peut se fonder toute une économie. Je suis membre du projet européen SAIL, qui va se terminer au mois de fin juin. C'est les transports maritimes hybrides en mer du Nord et
bien que le bateau soit basé à Saint-Malo, je fais partie de ce projet parce que le Grand Largue, dont on a parlé tout à l'heure, est probablement le seul, ou en tout cas un des seuls navires hybrides existants. On a des différents projets en cours et le dernier point, une convention avec les SAP pour le projet Boat. Alors, ma présentation c'est 4 points. Enfin, le dernier point, c'est un ou simplement. Bon, je vais partir d'une sorte de consensus général en me posant la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe au-delà de ce consensus et pour aborder le problème du chaînon manquant, avec comme sous-titre une citation du président Mao Tse-tung, ça peut mettre le feu à la plaine. En fait, l'idée c'est, bon, qu'est-ce qui manque actuellement pour que ça démarre alors que toutes les prémices existent. Bon, le Grand Largue et ses suites et les conclusions. Alors, le premier point, donc, c'est le consensus général. Bon, si je regarde là 2, 4, 6, 7, il y a 7 phrases, ces phrases-là sont vraiment des mots, des concepts qui apparaissent dans tous les discours politiques, économiques, etc. Et bon, je les reprends, réduire la consommation d'énergie fossile, c'est une nécessité, ça fait même partie des réglementations européennes pour le commerce maritime, parce que, bon, on a une planète finie et qu'on ne peut pas consommer comme ça éternellement toute l'énergie, même si on en trouve encore toujours, mais il faut voir aussi les conséquences. Bon, le deuxième point est le plus important, celui qui serait le plus, il y a la nécessité de réduire les émissions de CO2 et la pollution, parce que bon, le changement climatique est déjà en cours et la pollution crée des victimes continuellement, même si ce n'est pas comptabilisé dans le transport maritime. Alors créer de nouvelles filières, c'est je crois un des éléments les plus importants. On peut faire des coups médiatiques qui vont marquer un peu l'opinion, mais qui restent malheureusement lettre morte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de certaines expérimentations et de leur succès, évidemment, on puisse démarrer des filières, créer des emplois et réorienter un petit peu l'économie. Bon, revitaliser les ports de petite et moyenne importance, développer la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est quelque chose qui est développé en particulier par un sénateur qui s'appelle Ronan Dantec et qui consisterait à permettre à des citoyens de financer des projets avec des projets qui seraient à ce moment-là déclarés d'utilité publique, ce qui permettrait d'investir, de choisir son investissement et tout en payant moins d'impôts. Développer les circuits courts, local, libérer l'innovation, que ce soit l'innovation technique ou scientifique comme ce que je fais, ou l'innovation esthétique, artistique comme fait les SAP. Tout ça, ce sont des mots-clés qui sont largement répandus. Et il y a un consensus général sur ces mots, ces concepts, mais peu, bon, je n'ai pas osé mettre pas, donc j'ai mis un point d'interrogation, il n'y a quasiment pas d'acte concret, c'est-à-dire que l'économie ne s'oriente pas selon les mots-clés qui sont présentés précédemment. Et donc la question est comment sortir de cette impasse, comment aller au-delà du discours et faire en sorte qu'il y ait au moins un début de réalisation, d'où le second point, le chaînon manquant. En fait, pour moi, le chaînon manquant, alors je rappelle que je suis dans le domaine maritime, ce chaînon manquant pourrait être un démonstrateur qui serait, par exemple, un cargo de 30 à 50 mètres, existant et hybridé. Alors pourquoi existant? Tout simplement parce que les coûts seraient réduits et donc il faudrait adapter l'hybridation à ce bateau existant, et hybridé parce que les bateaux du XXIe siècle, à mon avis, devront utiliser plusieurs sources d'énergie.
Alors le pourcentage restant à définir, mais dans l'hybridation, je vois, et là il y a l'expérience du grand largue, il y a le moteur diesel plus un complément vélique, ce complément vélique pouvant prendre plus d'importance ou moins d'importance suivant les réalisations. Ça peut être aussi moteur diesel plus électricité ou électricité plus voile. Et ces bateaux-là, dans la mesure où il s'agit de bateaux existants et de bateaux de petite taille, 30 à 50 mètres, je pourrais citer, alors à Brest, vous le connaissez probablement tous, je pourrais citer le Molénez, qui est un bateau qui fait la desserte des îles Ouessant, Molène et Saint pour transporter des marchandises. Le Molénez fait 36 mètres et pourrait très bien être hybridé. Mais bon, simplement, c'est exagéré. Et donc, les avantages de cette approche, c'est que bon, la taille modeste limite les risques financiers. Construire un bateau neuf, c'est énormément d'argent et on n'est pas assuré d'avoir la rentabilité. Bon, la rentabilité, c'est pas un mot très joli en soi, c'est un mot que l'on méprise un petit peu. Bon, ceci dit, dans la marine de travail, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de bateau et c'est une règle impérative que personne ne remet en question parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent comme ça bêtement par charité chrétienne. Bon, ça peut être aussi le point de départ d'une filière parce que si on peut hybrider un bateau, on peut en hybrider un autre et comme les coûts seront beaucoup moins importants, ce sera quelque chose de beaucoup plus facile que de partir d'une feuille blanche. Ce sera aussi un acte contre la pollution, un acte concret. Tout le monde parle de réduire la consommation de la marine de travail. J'aurais pu mettre des diapos sur la production de soufre, la production d'oxyde de carbone, d'oxyde d'azote, etc., qui sont produits tout le long de la Manche, avec des vents dominants qui sont des vents d'ouest et qui ramènent toute la pollution sur l'Europe. C'est pas mal au point de vue graphique, parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis aussi, le fait d'avoir des choses de petite taille, ça va permettre d'abord la réalisation, et ça va permettre aussi une participation citoyenne qui est un des fondements par lesquels les choses peuvent se faire. Que l'idée de consommer local, d'établir des circuits courts, etc., de réduire la pollution, c'est une idée qui est assez largement représentée actuellement dans l'opinion, et la participation citoyenne peut être un élément déclencheur pour la réalisation d'un tel projet. Alors, un petit graphique, ce sera le seul, rassurez-vous. Bon, ça montre que si on hybride un bateau, de toute façon, on va gagner. Alors là, j'ai pris l'exemple, c'est un exemple qui est vérifié tous les jours sur le grand large quand il navigue, et c'est que si on travaille à vitesse constante, l'appoint de puissance apportée par les voiles va permettre de réduire la puissance du moteur. Et donc, sans les voiles, on a un certain régime pour la même vitesse. Si on met les voiles, en baissant le régime du moteur, on va garder la même vitesse, mais à ce moment-là, si on baisse le régime, on consomme moins. Et donc, il y a un différentiel qui va varier suivant l'importance du vent, l'importance de la surface de voile, l'âge du capitaine, etc., etc. Donc, c'est de toute façon quelque chose qui va permettre de réduire la consommation et donc de réduire la pollution. Alors, le grand largue et ses suites. Le grand largue, j'ai marqué, c'est avant sa refonte pour boat, parce qu'actuellement le grand largue est totalement blanc, par les marquages qui sont rouges. C'est un ancien chalutier de 16 mètres de long, qui est tout à fait représentatif de la flotte de pêche atlantique, et qui est muni de 3 voiles. Ceci dit, les voiles font en gros 30 mètres carrés chacune, ce qui fait
90 mètres carrés pour un voilier, pour un bateau de 70 tonnes, c'est quasiment ridicule quand on regarde les bateaux de la route du Rhum qui font 300 mètres carrés pour 10 tonnes. Bon, on voit que là, il s'agit de voiles auxiliaires et l'intérêt, c'est d'avoir des voiles auxiliaires qui soient automatisées. Bon, ce que j'ai dit ici, Manuel, il faut que tu me dises là, je peux parler pendant des heures, mais il y a aussi la voile qui peut poser. Bon, donc c'est d'une propulsion auxiliaire et automatisée, et j'insiste sur les deux mots, ce n'est pas un bateau à voile, c'est un bateau à voile auxiliaire. Ça dit, ça va. Et automatisé parce que, eh bien, il n'y aura personne pour manipuler les écoutes. Tout ça, ça va se faire par un joystick. Et là, on est en train de passer à la deuxième génération. La première génération n'était pas très ergonomique, la deuxième va l'être beaucoup plus, je l'espère. Bon, alors, ces bateaux-là est une preuve technologique qui, on va remarquer, devront être améliorés. Justement, c'est le passage de la première à la deuxième génération. Et puis, small is beautiful, yes, oui, effectivement, mais bon, être trop petit est quand même un handicap réel, et c'est ce que je subis. Je suis vraiment trop petit pour que ce soit repris et développé. Donc là, il y a un petit peu un problème lié à ma situation du bureau d'études, de petit bureau d'études. Bon, peut-être, j'espère que la convention avec l'ESA va être un nouveau départ, dans la mesure où le bateau va circuler, il va aller de port en port, il va pouvoir faire des démonstrations, embarquer des gens, faire parler de lui. Il va d'ailleurs faire parler de lui dans 2 jours, quand il sera présenté à Brest, et c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, ce que, donc les apports du grand largue, c'est que bon, cela réduit le roulis, et ça permet de diminuer la puissance du moteur. Bon, réduire le roulis, ça n'a l'air de rien, mais tous ces bateaux-là roulent énormément, et c'est inconfortable et dangereux. Bon, alors donc ça c'est un des apports sur lequel on travaille, et puis les 2 autres apports, c'est qu'on va passer à la deuxième génération, qu'on va d'ici la fin de l'année, voir l'assistance électrique au diesel. Je travaille par ailleurs sur des voiles en forme d'aile d'avion. Comme pour la coupe de l'America, la différence, ce sont des ailes affalables. Et bon, voilà un exemple de ce que pourrait être. Alors c'est un exemple, c'est un cargo de 36 mètres, qui est ici muni de 3 voiles L. Les voiles L, c'est des voiles épaisses. Et bon, j'espère que ce bateau-là sera réalisé assez rapidement. Et je conclus. Bon, j'ai participé il y a quelques années, 2 ans peut-être, ou 3 ans, c'est déjà dire 2 ou 3 ans, c'est déjà énorme, à quelque chose qui avait été lancé par la région Bretagne, qui s'appelait Bretagne bas carbone. J'ai assisté, il y a dû y avoir des rapports. On doit pouvoir les trouver sur le site internet de la région Bretagne, mais Bretagne bas carbone, un mot d'ordre creux, on peut se poser la question, et si j'étais vraiment méchant, je dirais c'est un mot d'ordre creux. Bon, en fait, pas forcément, parce que la technologie le permet. On peut faire, dans le transport maritime, on peut faire introduire des technologies réduisant la consommation d'énergie et donc arrivant à une société bas carbone. D'autre part, la société civile est mûre, puisque toutes les idées qui sont sous-jacentes, j'ai parlé tout à l'heure de commerce local, de réduction de la pollution, de lutte contre le CO2, etc., le changement climatique, c'est des idées qui sont maintenant largement répandues dans la société civile, mais il faut une volonté politique, et puis je crois que c'est... oui, j'arrive à la conclusion. Donc, l'apport du vent a déjà fait la preuve de son efficacité, bon, depuis des siècles, mais maintenant en hybridation. La technologie est au point, elle peut être appliquée à des bateaux de travail existants. Ce serait un
pas concret vers une économie bas carbone, dans le transport maritime toujours. Et moi je milite, je dis que le chalumeau manquant, c'est vraiment un bateau existant hybridé qui pourrait servir de démonstrateur pour montrer que, premièrement, c'est possible, deuxièmement, on réalise quelque chose de concret, de démonstratif et réduisant la pollution. Et donc, à partir de ce bateau, on pourrait commencer à voir quels sont les circuits courts que pourrait réaliser ce bateau, revoir le cabotage, revoir l'activité des ports de petite époque moderne et moyenne distance, revoir aussi toute la conception. Alors quand je parle de conception, c'est pas simplement la conception technologique, mais il faut que ces bateaux soient beaux, il faut qu'ils soient fonctionnels, et donc là, c'est vraiment la libération totale de l'imagination pour fabriquer de tels bateaux. Maintenant, je vais passer la parole à Erwan, qui va parler du bateau Grand Largue, mais Grand Largue vu et transformé pour devenir une sorte de bateau de recherche artistique. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un bateau de recherche artistique, mais peut-être que tu vas nous le dire. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Pierre-Yves pour tous tes travaux, ton engagement, ton énergie, et d'avoir accepté de nous mettre à disposition, de collaborer avec les SAB. Donc tout d'abord, je voudrais vous excuser Nicolas Floch qui ne peut pas être là aujourd'hui, car au même moment, donc il est à peu près 14h30, 15h, le bateau, après sa rénovation, part aujourd'hui pour son premier départ de Saint-Malo, en direction demain matin, il arrive à Laberbrac, et de jeudi à 11h, il sera à Brest, au port, à la marina de Brest. 12h30. Pardon. Voilà, Nicolas Floch, c'est donc la personne qui est un peu à l'origine de qui est complètement à l'origine de cet atelier mobile. Car en 2011, au moment de la formation de l'EPCC, de l'ESAB, et donc la réunion des 4 sites sous l'ESAB, Nicolas Floch a émis cette idée d'un atelier commun aux 4 sites et aux 3 options, et qui pourrait être un atelier mobile. Car aujourd'hui, un artiste, un designer est en permanence dans un train, dans mobilité. Et donc, avoir besoin de cette mobilité, de ne pas être forcément attaché à un site, lui paraissait quelque chose d'important et d'innovant en termes de support pédagogique. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez, quelques images de la rénovation, du chantier, et ainsi que d'une première publication qui s'appelle Journal de Boat, et qui est la genèse du projet, et avec sa chronologie. Donc voilà, ça c'est une image aujourd'hui qui était à peu près à l'entre-deux, c'est-à-dire le chantier avait largement commencé et il avait été remis à l'eau, la coque rénovée, mais pas tout à fait fini. Donc on peut voir qu'il y a encore un pavois qui reste en haut qui est encore pas changé. Mais à ce moment-là, il a déjà commencé à être d'une certaine manière activé, car un groupe d'étudiants de première année est venu à Saint-Malo voir un peu le chantier, voir les conditions dans lesquelles ça se passait, et mener une première journée de travail en fait, avec 2 enseignants, Benoît-Marie Morisseau et Samir Mougas. Donc ils ont fait un travail de collecte de choses qui étaient sur place, et un travail de photographie, d'installation dans cet endroit. Je vais vous montrer une image. C'est pas une super image parce que nous n'avons pas eu le temps. Il a été inauguré donc dimanche à 11h30 à Saint-Malo. Et voilà, ça c'est une image que j'ai prise rapidement hier soir, car on n'a pas encore pu faire de prise de vue de qualité. Et voilà, donc aujourd'hui le bateau est tout blanc, effectivement. Nous avons cherché, nous avons évidemment donc, travaillé avec 3 enseignants. Jocelyn Cotensin à Lorient pour le design graphique. Nicolas Floch, évidemment, coordinateur du projet, enseignant en art, et donc avec moi également, et bien sûr tous les étudiants de l'ESAB et des 3 sites. Donc, je pourrais commencer
commencé par, c'est une question, on s'est demandé bon, à quoi pourrait ressembler donc, un bateau de recherche artistique. Bon, ben voilà, nous sommes référés aux bateaux de recherche scientifique, aux bateaux de recherche, ou alors aux bateaux plus ou moins qui seraient de l'ordre, qui seraient relativement pacifiques. Noir, c'est connoté, vert, on sait, rose, voilà, ça aurait été un peu particulier d'arriver des ports avec un bateau rose. Donc nous avons pris l'image d'un bateau blanc, et du coup c'est aussi comme une sorte de page blanche sur lesquelles vont pouvoir s'écrire des récits, des projets. Voilà ce que je peux dire là de son image actuelle. Donc là, je vous montre la première publication qui s'appelle Journal de Boat et qui est là, si vous voulez, que je laisse et que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. C'est ici. Donc ce premier journal vise à montrer le déroulé en fait de ce projet de bateau de recherche artistique, donc BOAT pour Boat of Artistic Research Trip, et qui est donc cet acronyme. Et donc c'est un bateau, peut-être il faut que je redise dans quel contexte il a été fait. L'ESAB est depuis 3 ans faisait partie d'un projet ICR qui est un projet qui s'inscrit dans le programme Interreg, France-Manche-Angleterre. Et donc voilà, c'est un projet que nous avons monté en fait avec nos partenaires et amis de Canterbury, de UCA, de l'école de UCA, et de l'école du Havre-Rouen. Donc certains sont venus participer à l'élaboration du projet. Et donc, dès la première année, c'est-à-dire à partir de septembre prochain, l'ESAB sera initiateur de projet, mais accueillera des étudiants anglais ou du Havre, Rouen, voire d'autres, et parfois aussi sera mis à disposition des autres de nos partenaires. Et dans ce cas-là, les étudiants de l'ESAB seront invités à participer à des workshops et à des programmes mis en place donc par nos amis anglais. Je parcours rapidement le document, parce qu'on ne va pas le lire. Donc c'est quand même une idée donc, de Nicolas Floch, donc, qui a émergé en 2011. Voilà, ça séduisait beaucoup de personnes, mais ça faisait peur en même temps à beaucoup de personnes. La complexité, la lourdeur du projet. Et moi j'ai rencontré Nicolas donc, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, sur le port de Brest. Il rentrait de Ouessant pour un workshop. Et du coup, moi je lui ai proposé en fait de faire une préfiguration de ce projet. Ça faisait 2 ans que l'idée était émise, a circulé au sein des SAB, mais rien n'avait commencé, le travail n'avait pas été engagé. Et donc voilà, je lui ai proposé de faire une préfiguration du projet, c'est-à-dire de travailler, de faire une projection, et donc d'adopter par exemple un bateau fictif, et donc de faire une sorte d'étude de cas à travers des maquettes, des plans, etc. Et donc ça voulait dire déjà penser un scénario, penser des usages, des matériaux, comment on va le rénover. Et finalement, en commençant, en mettant ce premier petit pas vers une préfiguration, c'est-à-dire vers la réalité, mais finalement on a rencontré lors d'une préparation d'une table ronde Pierre-Yves. Et Pierre-Yves ce jour-là nous a dit, mais nous, notre bateau, le Grand Large, peut peut-être servir de projet pilote. On peut partager le temps d'utilisation. Donc du coup, nous avons fait une convention avec Avelvor pour une mise à disposition du bateau par les SAB. Et donc du coup, on s'est retrouvé à faire une maquette, échelle 1 finalement, donc qui est ce bateau, le Grand Large. Donc voilà, ça c'est le projet pilote. Car aujourd'hui, effectivement, le bateau fait 16 mètres et ce qui serait idéal, c'est d'avoir quelque chose qui ferait à peu près 24 à 25 mètres pour accueillir un petit peu plus d'étudiants. Aujourd'hui, il est habitable pour 12 personnes. Donc un pilote, 1 ou 2 enseignants et imaginons 8 étudiants. Donc ce qui est relativement
restreint. Alors, très rapidement, donc dans ces cas-là, comment on fait pour ouvrir toutes les images, s'il te plaît? Donc, ici, on voit un étudiant de première année le jour où ils sont venus faire un workshop, enfin une journée de workshop, oui, un tout petit workshop autour du bateau. On voit un étudiant de première année donc, qui avait. Voilà. Je vous montre quelques images très rapidement, de manière un peu désordonnée. Veuillez m'excuser. Mais je voudrais vous montrer rapidement. Alors, juste pour vous présenter Nicolas Floch et Jocelyn Cotensin. Jocelyn Cotensin est au milieu de Nicolas Floch. À la droite. Nicolas Floch a été marin-pêcheur. Donc c'est quelqu'un en fait, aujourd'hui, donc là le bateau, donc je vous disais, part à 14h de Saint-Malo, et le pilote qui s'appelle Bob Escoffier, quelqu'un voilà, qui a une grande expérience dans le domaine maritime, pilote le bateau en direction de Brest, et Nicolas, donc le second, puisqu'il a vraiment les compétences et les qualités pour être matelot. Je vous montre quelques images en fait de l'inauguration de dimanche, mais je voulais vous montrer à peu près l'aménagement intérieur. Alors, c'est pas sur celui-ci qu'on va le voir le mieux. Alors, ici, par exemple, je voudrais juste terminer sur comment on a pu, en termes de design, rénover ce bateau. On m'a demandé un jour quelle était la plus-value ajoutée enfin, quelle était la plus-value en matière de design sur cette intervention, sur le réaménagement du bateau. Parce qu'elle ne paraît peut-être pas très visible comme ça, mais finalement, moi, ce qui m'a intéressé, le plus intéressé, ce qui me paraît le plus cohérent, c'est que l'écriture du bateau, ce qui aujourd'hui en résulte, est une sorte d'écriture assez évidente. Donc en fait, avec tous les échanges entre les différents partenaires, les professionnels, les charpentiers de Marif, Pierre-Yves Lorenec, nous qui concevions une sorte de cahier des charges, nous avons pensé donc les matériaux, car il fallait, par exemple, isoler le bateau. Donc on a choisi des matériaux qui sont évidemment peu impactants et performants. Donc on est parti sur du liège. Avec Nicolas, quand on pensait réaménager le bateau, on pensait qu'il y aurait une sorte de police, une sorte de contreplaqué cintré, quelque chose comme ça. Finalement, on n'est pas du tout allé là-dedans, puisque donc le contreplaqué utilise des cols. On a souhaité ne pas utiliser de matériaux de ce type, et donc nous sommes partis. Donc nous avons du coup choisi un pin Douglas massif. Et donc du coup, ça donne une courbe à l'intérieur qui sont des lignes brisées. Donc je veux dire, ce qui aujourd'hui est visible, c'est une sorte de succession et d'une logique évidente. Voilà, il n'y a pas une écriture, on va dire, qui est ajoutée.